soirée du 4 septembre 1878, deux sœurs, Jane et Esther Cox, se préparent pour la nuit. Elles partagent une chambre modeste au deuxième étage de la maison familiale, au 6 Princess Street à Amherst. Jane s'endort rapidement, mais Esther, sous le choc d'une récente rupture, broie du noir. Un bruit étrange, un grattement régulier l'arrache à sa tristesse. Jane, réveille-toi, murmure-t-elle à sa sœur. Écoute. Effectivement, la boîte de carton qu'elles utilisent pour mettre des bouts d'étoffe et des bobines de fil fait des petits bonds en l'air, apparemment animée par une souris prisonnière dans la trousse de couture. D'un coup sec, Jane en soulève le couvercle. Il n'y a rien. Des bobines de fil et quelques morceaux de tissu. Accouru à la hâte, Daniel Teed, leur beau-frère, est loin de se douter que cet incident va marquer leur descente aux enfers. Mademoiselle Cox était une jeune femme d'environ 18 ans qui vivait sur Princess Street à Amherst avec sa sœur aînée, son beau-frère et leurs enfants. À cette époque, vers 1878, Esther a commencé à être la victime de toute une série de phénomènes paranormaux. Le lendemain, le 5 septembre, quelques minutes après s'être mise au lit, Jane est réveillée par les cris d'Esther. Prise de tremblement, Esther ne cesse de répéter « Je meurs, je meurs ». L'état d'Esther a de quoi inquiéter. Toute la maisonnée se retrouve à nouveau à son chevet. La jeune femme semble prise de démence. Elle répète des mots inintelligibles et secoue la tête, à l'instar d'une possédée. C'est alors qu'un claquement puissant, comme un coup de tonnerre, ébranle toute la maison. Esther s'écroule sur son lit et sombre dans un profond sommeil. Quatre jours plus tard, alors que les récents incidents sont presque oubliés, c'est au tour de la literie de faire des siennes. Alors que Jane vient de se coucher, ses draps et ses couvertures sont brusquement arrachés du lit et le même phénomène se répète avec la literie de sa sœur. Esther, prise de convulsions, est en transe. L'inquiétude règne dans le petit cottage de Princess Street. La famille n'avait pas la moindre idée de ce qui lui arrivait. Ils ont d'abord appelé des médecins, puis des prêtres, mais personne n'a été capable de l'aider. Elle était malade, avec de temps à autre des moments de lucidité. Demandé le lendemain, le médecin du village, le docteur Carreet, examine Esther, toujours alitée et fiévreuse. Il croit à une légère dépression nerveuse. Mais la santé de sa patiente l'étonne moins que son oreiller tiré par une main invisible. Le docteur Carreet, qui était le médecin de famille, s'est rendu au chevet d'Esther. Elle était fiévreuse et elle disait qu'elle brûlait. Pendant sa visite, il a vu la literie être arrachée et les oreillers s'envoler. Toute la famille était également présente. Il s'est rendu sur place, où il a lui aussi été témoin de ces phénomènes pour lesquels il n'a trouvé aucune explication. Il s'y est rendu à plusieurs reprises et a signé plus tard un affidavit confirmant ce qu'il avait observé. Il s'est aussi avoué incapable d'expliquer les problèmes médicaux d'Esther.
Nous disposons d'une très bonne documentation pour l'ensemble de ces phénomènes. C'est alors que les événements prennent une tournure beaucoup plus menaçante. Des marques apparaissent sur le mur, juste au-dessus de la tête d'Esther Cox. Des marques qui forment bientôt des lettres, puis des mots. Soudain, il y a eu un bruit, comme si quelqu'un raclait le mur au-dessus du lit d'Esther. Ils ont levé les yeux, et pour citer les comptes rendus, c'était comme si quelqu'un utilisait une barre de fer chauffée au rouge pour graver dans la pierre. Ils ont regardé, et les mots qui s'écrivaient sur le mur étaient « Esther Cox, tu es à moi, et je te tuerai ». Ces incidents ne se produisaient pas seulement quand Esther était seule, mais aussi lorsqu'il y avait des gens autour d'elle. Tous les gens au village en étaient effrayés. Éventuellement, la presse a publié un compte-rendu de ces événements, et dans un petit village, les nouvelles voyagent toujours plus vite. Du jour au lendemain, le cottage de Princess Street devient l'objet de la curiosité de tout le comté de Cumberland. À Amherst, la rumeur va bon train. Et si Esther Cox était possédée? Il y avait de nombreuses choses qui se produisaient dans la maison. Des couteaux volaient dans la cuisine, des meubles étaient renversés, et encore une fois, il y avait tous ces bruits étranges. C'était comme vivre dans une maison hantée. Mais lorsqu'Esther s'absentait, tous les phénomènes s'arrêtaient. Apparemment, ce n'était pas la maison qui était hantée, mais bien Esther elle-même. Ne dit-on pas qu'un prêtre méthodiste, venu chez les Cox pour y prier, aurait vu un seau plein d'eau bénite se mettre à bouillir en présence de la jeune femme? Ne raconte-t-on pas que des missels auraient bondi hors des bancs d'église lors d'une cérémonie liturgique à laquelle assistait Esther? Graduellement, l'état de santé d'Esther s'est détérioré. Pour son bien-être, sa famille décide de l'envoyer pendant 2 semaines chez une autre de ses sœurs à Sackville, au Nouveau-Brunswick. Durant toute sa convalescence, aucune manifestation insolite n'est rapportée, ni à Amherst, ni à Sackville. L'optimisme renaît. La maladie d'Esther Cox aurait-elle eu raison du malin? Espoir déçu. Vers la fin du mois, Esther rentre à Amherst, et avec elle, les étranges manifestations du 6 Princess Street. Des allumettes enflammées se matérialisent et tombent des plafonds. Des incendies, heureusement vite maîtrisés, se déclenchent spontanément d'un bout à l'autre de la maison. Plus personne ne dort. Craignant pour sa famille, Daniel Keed décide qu'Esther doit partir. Il était devenu dangereux d'héberger Esther. Des feux s'allumaient spontanément, des couteaux volaient dans tous les sens, et il y avait 2 jeunes garçons qui vivaient avec eux. Elle a donc déménagé chez monsieur et madame John White. Celui-ci s'absentait souvent pour aller travailler à son saloon, laissant Esther seule avec sa femme. Éventuellement, des choses ont commencé à se produire. Alors qu'Esther lavait le plancher, par exemple, la brosse qu'elle utilisait a disparu pour retomber presque sur leur tête. Chassée, Esther retourne vivre sur Princess Street. Son retour est de nouveau marqué par le déclenchement de nouvelles manifestations, maintenant rapportées par tous les journaux de la Nouvelle-Écosse. Walter Hubble a appris l'histoire d'Esther Cox, probablement par le biais des journaux. C'était un acteur populaire, originaire des États-Unis, et il voulait voir de lui-même ce qui se passait. Walter, qui ne devait demeurer à Amherst que quelques jours, s'est arrangé pour habiter avec la famille. Il a donc vu tous ces phénomènes se produire autour d'Esther. Peu à peu, il a réussi à convaincre la famille de les laisser organiser un spectacle itinérant où Esther pourrait exhiber ces étranges phénomènes sur scène. En secret, Walter Hubble espère que l'invisible compagnon d'Esther manifestera son courroux devant des salles bondées de spectateurs. Plus d'une fois, les spectateurs ont été déçus parce qu'il ne se passait rien. Mais en d'autres occasions, ils ont entendu les coups frappés et la seule idée que ces choses étranges arrivaient à Esther alors qu'elle était sur scène les enthousiasmait. Hélas pour lui, l'entreprise se révèle un fiasco. Il signera en 1908 une petite monographie sur les étranges événements entourant Esther Cox, intitulée The Great Amherst Mystery.
Comme auteur de pièces, il avait certainement le sens du spectacle, mais il s'est efforcé de rapporter les faits avec la plus grande objectivité, tels que décrits par les témoins. Le livre, intitulé « Le grand mystère d'Amherst », présente les témoignages de plusieurs villageois. Et cela ajoute sans doute à la crédibilité de cette histoire. De retour à Amherst, les choses ne s'améliorent pas pour Esther Cox. Ce qui rend cette histoire si intéressante, c'est que ce n'était pas une maison qui était hantée, mais une personne. Là où Esther allait, son fantôme la suivait. Et quand les couteaux ont commencé à voler dans la maison, il est devenu impératif de faire quelque chose. Ce n'était pas seulement la vie d'Esther qui était menacée, mais celle de tous les autres membres de la famille. Ils ont éventuellement trouvé pour elle un autre endroit où habiter. Mais son séjour n'a pas été long. Alors qu'elle nettoyait les tables, un incendie s'y est déclaré. Éventuellement, Esther a été accusée d'être responsable de cet incendie et a été envoyée en prison. Esther a été condamnée à 4 mois de prison, mais elle a été libérée après seulement 1 mois pour bonne conduite. Et peut-être aussi à cause de la pitié qu'éprouvaient les gens qui croyaient à son histoire. Durant son incarcération, un homme de Springdale a commencé à la fréquenter et à sa sortie de prison, elle l'a épousée. Esther Cox convolera en juste noces avec le dénommé Adam. Étonnamment, la cérémonie nuptiale coïncidera avec la fin du fantôme de Amherst, qui pendant près de 2 ans a fait de la vie d'Esther et de sa famille un véritable enfer. Après cela, le fantôme a disparu. L'affaire s'est arrêtée aussi spontanément qu'elle avait commencé.